Ah, le fisc. Personne n'aime vraiment recevoir une de leurs lettres, n'est-ce pas? Surtout en Israël, où le système fiscal peut vite ressembler à un véritable casse-tête. Alors la grande question, c'est comment faire pour éviter d'attirer l'attention? C'est justement ce qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui, en se penchant sur ce qui déclenche un contrôle fiscal. La question que tout le monde se pose est finalement assez simple. Qu'est-ce qui allume concrètement les voyants rouges chez l'administration fiscale israélienne? Qu'on soit entrepreneur, simple salarié ou même nouvel immigrant, les règles du jeu sont les mêmes pour tout le monde. Alors, allons voir ça de plus près. Voici notre programme. On va commencer par planter le décor, avec le contexte général du contrôle fiscal. Ensuite, on fera un zoom très précis sur le cas des nouveaux immigrants et celui des sociétés. Puis, on entrera dans le vif du sujet, les fameux signaux qui alertent. Et on terminera sur la meilleure des stratégies, la transparence. C'est parti. Première étape, donc, le contrôle fiscal israélien. Il faut vraiment voir ça comme un paysage qui change tout le temps. Un labyrinthe complexe, voilà une image qui parle à beaucoup de gens, je crois. Parce que qui dit complexité dit forcément risque d'erreur, même involontaire, et c'est souvent là que les problèmes commencent. L'objectif ici, c'est simple, c'est d'allumer la lumière dans les couloirs de ce labyrinthe. Parlons maintenant d'un cas très particulier, celui des nouveaux immigrants, que l'on appelle ici les Olim Hadashim. Pour eux, le système offre des avantages qui sont franchement incroyables. Mais attention, qui dit avantage unique dit aussi risque spécifique. Le chiffre à retenir, c'est celui-là, 10 ans. C'est la durée de l'exonération fiscale totale sur les revenus qui vient de l'étranger pour tous les nouveaux arrivants. C'est un avantage absolument énorme pour bien démarrer sa nouvelle vie. Mais attention, ce cadeau fiscal a des règles bien précises. L'exonération, elle ne concerne que les revenus de sources étrangères. Les revenus générés en Israël, eux, sont bien sûr imposés. Il y a même une surtaxe pour les revenus les plus élevés. Il faut aussi bien piger comment les dividendes ou les plus-values sont taxés. Et surtout, bien s'appuyer sur les conventions fiscales, comme celle entre la France et Israël, pour éviter la double imposition. Et voilà, le drapeau rouge le plus évident pour un nouvel immigrant. Si, pendant 10 ans, une personne ne déclare absolument aucun revenu en Israël, le fisc va se poser une question très, très simple. Mais comment cette personne vit-elle au quotidien? C'est presque une invitation à venir vérifier qu'il n'y a pas des revenus locaux qui passent sous le radar. Allez, on change de perspective. Passons maintenant aux entreprises. Pour elles aussi, la conformité fiscale en Israël, ce n'est vraiment pas un sujet à prendre à la légère. Le terme à connaître, c'est Mas Havarot. C'est tout simplement l'impôt sur les sociétés. Et là, attention, le point crucial, c'est qu'il est calculé sur les revenus mondiaux d'une société qui est résidente fiscale en Israël. Ça veut dire que tout ce qu'elle gagne, que ce soit à Tel Aviv ou à Tokyo, est potentiellement imposable ici. La moindre erreur peut coûter très, très cher. Et surtout, ne croyez pas que les règles sont gravées dans le marbre. Le système actuel est strict, c'est vrai, mais une grande réforme se prépare. Le gouvernement cherche aussi à attirer les boîtes innovantes avec des avantages fiscaux. Et tout ça, bien sûr, en jonglant avec les traités internationaux. Bref, c'est un domaine où il faut rester à jour constamment. Bon, rentrons dans le concret. Quels sont exactement les signaux qui font tiquer l'administration fiscale? En un mot, les incohérences. Ce sont elles, avant tout, qui déclenchent les enquêtes. Le point essentiel à comprendre, c'est celui-ci. Une situation financière doit raconter une histoire logique. Le fisc cherche une cohérence d'ensemble. Le moindre élément qui cloche, la moindre pièce du puzzle qui ne s'emboîte pas, peut être interprété comme un signal d'alerte. Alors concrètement, qu'est-ce qui attire l'œil? Évidemment, les revenus non déclarés, c'est la base. Mais aussi de grosses variations de revenus d'une année sur l'autre. Des transactions avec des entités offshore, ça aussi, ça allume des ampoules. Ou encore un train de vie, une belle voiture, de grands voyages, qui semble totalement déconnecté des revenus officiels. Si on ajoute à ça des montages financiers un peu complexes à l'étranger ou des déductions fiscales un peu trop créatives, on a le cocktail parfait pour un contrôle. La question que chacun devrait se poser est donc toute simple. Est-ce que mes déclarations sont cohérentes d'une année sur l'autre? Est-ce que l'histoire que je raconte au fisc tient la route? C'est cette constance qui bâtit la confiance. Regardez cet exemple, c'est hyper parlant. Déclarer 300 000 shekels de revenus une année. Et puis, l'année d'après, seulement 80 000. S'il n'y a pas une justification en béton, comme un changement de carrière ou une année sabbatique, le fisc va immédiatement se demander où est passé l'argent. C'est un déclencheur de contrôle quasi automatique. Bon, on a assez parlé des risques. Comment est-ce qu'on s'en protège? La réponse, elle tient en un seul mot, la transparence. Il faut arrêter de subir et plutôt adopter une stratégie proactive. Le chemin à suivre est assez simple en fait. 1. La transparence. Chaque opération financière doit être claire et documentée. 2. La cohérence. Les déclarations doivent raconter une histoire logique dans la durée. 3. La documentation.
Il faut absolument tout garder, tous les justificatifs. Et enfin 4, sans doute le plus important, le conseil. Un expert fiscal, ce n'est pas une dépense, c'est un investissement dans sa propre tranquillité d'esprit. Au final, tout se résume à ça. La transparence, ce n'est pas juste une bonne idée, c'est le meilleur bouclier possible. C'est vraiment la clé pour naviguer sereinement dans le système fiscal israélien. On va se quitter avec la question la plus importante, celle que chacun devrait se poser. Ma situation financière actuelle est-elle prête à passer au crible? Là, tout de suite. Si la réponse n'est pas un oui, franc et massif, alors il est peut-être temps d'agir. Merci d'avoir suivi cette analyse.